Françoise Labridi, vous avez été professeure d'éducation physique et sportive, vous avez enseigné à l'UFR STAPS de Nancy, et vous êtes psychanalyste. Et entre autres éléments d'originalité de votre approche, cette rencontre entre la pratique sportive réfléchie, si je puis dire, par l'enseignement, et la psychanalyse, cette rencontre a une certaine fécondité. Quelle est cette fécondité ? La rencontre, elle s'est faite à différents moments de mon histoire, notamment, je pense, à partir de l'expérience de l'enfance, qui m'a toujours mis dans des situations où la question du jeu a eu son importance pour justement trouver dans l'exercice moteur quelque chose du plaisir qui n'était pas seulement la performance. Et j'ai toujours voulu, à travers l'éducation physique, moins à travers le sport d'ailleurs, parce que je n'ai pas une grande expérience de sportive, mais ce qui m'a semblé toujours important, c'est cette dialectique entre le plaisir et quelque chose d'autre, qui dans l'expérience analytique sera qualifiée de jouissance, c'est-à-dire quelque chose qui touche à l'excès et qui peut mener un corps à des endroits qui le dépassent et qui peuvent amener donc sa destruction. Et cette rencontre que j'ai faite ensuite dans la formation, dans l'enseignement avec les étudiants, m'ont fait apparaître en fin de compte aussi comment l'expérience de ce corps qui cherche des excitations, des satisfactions, et touche toujours une limite où l'accident, la douleur vont venir au cœur de la pratique. Or, ce cœur de la pratique sportive, elle est le plus souvent recouverte par autre chose. Autre paradoxe, les entraîneurs qui menaient des gens au haut niveau n'étaient pas caractérisés par leurs compétences techniques, ni par leur formation, n'étaient pas caractérisés par leur diplôme, mais qu'ils avaient un savoir-y-faire avec justement ce cœur de la pratique sportive qui est d'amener un corps à se dépasser lui-même, ce que les sportifs disent tout le temps. Et en fin de compte, le cœur de leur outil, si on peut dire, c'était la parole. Se dépasser soi-même, les entraîneurs y arrivent, et y arrivent non pas en utilisant la parole de manière, on va dire, technique seulement ou pédagogique, mais parce qu'ils réussissent à un certain moment à trouver avec la parole quelque chose qui va permettre au sujet sportif d'aller à un endroit où il n'y a aucun représentable de la pratique elle-même, c'est-à-dire à un endroit où il y a du vide, où il y a un point de vide, c'est-à-dire que même le sportif, même l'entraîneur ne peut pas imaginer ce que peut être cette réalisation. Alors on a des exemples comme ça, par exemple Hurtebise et Diagana. En 1995, Hurtebise nous disait en fin de compte, je ne sais pas ce que ça veut dire que champion du monde. Je n'ai aucune représentation. Je ne pouvais rien dire à Diagana. En 1997, je lui ai dit, on commence à te connaître, on connaît ton image, mais maintenant, on va savoir ton nom. C'est-à-dire que pendant l'expérience des 3 ans où il l'a entraîné, il a pu, avec lui, trouver une modalité, grâce à cette rencontre de parole, de l'amener à un endroit où ni l'un ni l'autre ne pouvait aller tout seul. Et ce qui me semble justement être à la fois paradoxal et à la fois heuristique, si vous voulez, dans la rencontre de la psychanalyse, à condition qu'on ne la définisse pas comme une psychopathologie, mais qu'on la considère comme un croisement qui va lier justement le désir d'un sujet à la jouissance de son corps, on peut s'apercevoir que les sportifs eux-mêmes témoignent de cette rencontre. Ils en témoignent dans leur acte. Ils n'en témoignent pas par le fait qu'ils peuvent en parler ou le théoriser, mais ils en témoignent parce qu'ils rendent efficace leur rapport à leur corps dans ce sens-là. Mais la plupart du temps s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas y aller tout seuls. Et
la pratique sportive nous montre aussi quelque chose d'assez essentiel, l'importance du transfert, c'est-à-dire l'importance de l'appui d'un autre homme pour aller à un endroit où il nous est impossible d'aller seul. Et ça, ce sont des choses vraiment que les entraîneurs nous ont appris dans la rencontre que nous avons faite avec eux. De cette rencontre entre la psychanalyse et la pratique sportive et la réflexion sur la pratique sportive, il y a à la fois un renouvellement des savoirs concernant la question sportive et la possibilité de traiter un certain nombre de problèmes et de sujets contigus aux deux pratiques et aux deux savoirs, car la psychanalyse n'est pas simplement un savoir, c'est aussi une pratique. Alors, j'aimerais qu'on précise cette notion à la fois de renouvellement des savoirs, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le traitement de ces questions, de ces problèmes contigus aux deux savoirs. Le renouvellement donc, que permet la psychanalyse, c'est qu'elle considère que le savoir n'est pas théorique, d'une certaine façon, il est pratique. C'est-à-dire que la position de la psychanalyse par rapport au sport, c'est de ne pas s'appliquer au sport, mais de considérer que c'est le sport qui s'applique à la psychanalyse. Peut-être la même position que Freud avait par rapport à l'artiste. Il disait « l'artiste précède l'analyste, il n'y a pas lieu d'interpréter l'artiste ». De la même façon, le sportif réalise par son expérience, dans sa pratique elle-même, quelque chose que la psychanalyse n'arrive pas encore peut-être à théoriser. C'est-à-dire que ce sont deux pratiques qui ont une certaine homologie, donc qui peuvent s'éclairer l'une et l'autre. Le point d'éclairage que peuvent se donner la psychanalyse et le sport, à l'inverse peut-être des autres disciplines du champ social, c'est qu'elle va éclairer justement quelque chose qui n'appartient pas à l'expérience empirique, mais qui doit être déduit de l'expérience. Et on pourrait dire que les sportifs mettent en œuvre leur inconscient à travers l'usage de leur corps, en expérimentant justement leur corps parfois jusqu'à des limites extrêmes, et donc qu'ils touchent de ce fait-là à une organisation pulsionnelle qui les amène à réaliser des choses qu'ils n'auraient jamais peut-être eu l'idée eux-mêmes dans leur intention. Donc, peut-être que la pratique sportive, comme la psychanalyse, sont deux praxis qui ont la particularité de toucher à quelque chose, en fin de compte, qui n'est pas strictement empirique, mais qui, dans sa pratique concrète, montre que la pratique concrète ne peut se renouveler que si elle atteint à un certain moment quelque chose qui n'est plus elle. Et la particularité de la performance de haut niveau, qui est en fin de compte une performance inédite, je vais vous donner par exemple la performance de Bimon, il apparaît que quand des sportifs arrivent à avoir une performance qui est exceptionnelle, c'est-à-dire soit qu'elle n'est pas représentable imaginairement, qu'on n'en a pas d'image, soit qu'elle n'est même pas pensable au niveau de la langue elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de précédent, on s'aperçoit que les sportifs qui réalisent comme ça, qui deviennent l'exception dans leur corps même, ont parfois des difficultés après de s'en remettre, parce que justement elle est tellement exceptionnelle qu'ils n'arrivent pas ni à l'articuler à la culture précédente, voire qu'ils n'arrivent même pas à l'articuler à leur histoire. Bob Beamon, à un certain moment, dans cette expérience exceptionnelle qui était due à une contingence tout à fait particulière de temps, d'altitude et sûrement aussi d'autres coordonnées qu'on n'a pas forcément déchiffrées, a eu beaucoup de difficultés à reprendre l'activité, voire à reproduire cette performance qui, je crois, jusqu'ici n'a encore pas été égalée. Donc, cette performance, pourrait-on dire, si par certaines disciplines elle est décrite concrètement par des records, par une mesure, la psychanalyse et la pratique sportive elle-même montrent qu'en fin de compte, c'est un point de vide.
un point de vide, c'est-à-dire qu'elle se définit plutôt comme un manque d'objet. Or, peut-être que la psychanalyse aussi pose des problèmes épistémologiques à ce moment-là à d'autres disciplines, parce que comment peut-on rendre compte d'un manque d'objet, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à ce qui était déjà représentable ou nommable. Et c'est pour ça que Lacan, à un certain moment, a inventé cette catégorie du réel, qu'il a définie justement comme du hors-réalité, quelque chose, disons, qui n'a pas encore été réalisé et qui peut le devenir. Et le paradoxe, c'est que la performance exceptionnelle traduit ce réel parce que c'est un point où justement là le représentable va être dépassé par une nouvelle forme qui va compter ensuite dans les records. Mais ce qui me semble être important, c'est que l'entraîneur, quand il travaille avec un athlète, la façon dont il a travaillé, c'est d'arriver en fin de compte à faire que l'athlète repère ce point où aucune perception ne l'amène, disons, dans ce qu'il a déjà fait. Un point donc qui est au-delà de lui-même, et il faut qu'il l'amène, bien sûr, par une préparation physique, ça n'enlève pas la préparation physique, mais en même temps, il faut qu'il puisse, dans son histoire, accepter, disons, de trouver les moyens de son désir pour supporter parfois des charges d'entraînement qui ont, par ailleurs, des effets qui peuvent avoir des effets de destruction à un autre niveau sur son corps. Donc, il semble que la psychanalyse permet d'éclairer dans la pratique sportive la nécessité qu'il y ait une articulation entre ce qu'on pourrait appeler le désir d'un sujet, les pulsions de son corps et la nécessité, à un certain moment, d'aller lui donner une forme. Donc d'aller porter son corps à un endroit où il y aura une nouvelle image de lui-même, et la plupart du temps reconnue par le record. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce qui nous... comment, à travers cette rencontre à des entraîneurs, nous avons pu mettre au travail les concepts donc d'une certaine orientation analytique à travers notamment donc cette triade qu'avait inventé Lacan, le réel, l'imaginaire et le symbolique. Donc, votre hypothèse, c'est que la pratique sportive est régie soumise ou régie par le déterminisme de l'inconscient. Donc, d'une certaine manière, votre propos consiste déjà à mettre à jour ce substrat que l'on a peut-être longtemps négligé et qui ne nous renseigne pas simplement sur le non-dit de la pratique sportive, mais qui éclaire peut-être l'ensemble de la pratique sportive, y compris la pratique sportive dans son inscription sociale. Il faut essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on peut entendre par le déterminisme de l'inconscient. Il y a une part de déterminisme qu'on peut situer par rapport à l'histoire des sujets, mais c'est une histoire donc, qui va passer par la langue, par le discours, par le signifiant, dira Lacan, c'est-à-dire par le fait que tout homme entre dans le monde et va habiter la langue, mais une langue qui a déjà parlé de lui, et qu'il est porté par une langue qu'il n'aura pas inventée, mais qui va lui donner donc un support à dire son corps. Donc ce que Lacan montre en fin de compte après Freud, c'est que l'inconscient est un déterminisme signifiant, mais qui n'est jamais totalement fini. Pourquoi ? Parce que le discours permet la circulation des signifiants. Et Lacan inventera aussi les discours pour montrer qu'un sujet dans la problématique lacanienne, ça n'est pas une intention, ce n'est pas le sujet de la conscience, de la philosophie, c'est un effet de discours. Et que le sujet, en fin de compte, n'est jamais totalement là, puisqu'il est toujours à venir
à travers le discours qu'il va pouvoir dire de lui-même ou à partir des discours qui vont le parler. Donc, un sujet sportif n'est pas seulement l'individu de chair et d'os, mais à l'égal de tous les autres hommes. Nous ne sommes pas seulement des individus sociaux marqués par des critères sociologiques, nous sommes des sujets au sens que nous sommes les effets d'un discours qui nous a parlé et d'un discours que nous pouvons reprendre à notre compte pour justement sortir du déterminisme. Donc, sortir du déterminisme, c'est du déterminisme signifiant, c'est essayer de saisir comment quelque chose dépasse toujours et déplace le déterminisme signifiant, qui est la jouissance du corps, c'est-à-dire la satisfaction qu'on trouve dans des éprouvés corporels qui ne rentrent jamais totalement dans l'habit du langage ou dans l'habit de l'image. Alors on a un exemple, là aussi paradigmatique pourrait-on dire, ce sont les adolescents, c'est-à-dire la période de l'adolescence où ce débordement des pulsions à cet âge qui justement vont faire entrer dans la condition humaine la question de la sexualité, la question de la mort et de la vie, vont être des moments où la pulsion va déborder la question du savoir, d'où les soucis qu'on peut avoir à l'école à un certain moment, parce que la priorité va être que ces éprouvés vont passer au-dessus de la nécessité de la connaissance. Et cette tension entre le savoir, la satisfaction des corps et le désir, on la retrouve aussi dans la pratique sportive. C'est-à-dire que ce qui, à un certain moment du corps, doit être régulé pour que justement il n'y ait pas trop de jouissance, qu'il y en ait suffisamment, puisque sinon il n'y aurait pas de performance. La pratique du haut niveau, ce n'est pas la pratique, disons, de l'homéostase, du plaisir, la pratique du footing quotidien. C'est-à-dire que la pratique sportive de haut niveau, elle oblige, elle nécessite la jouissance. Pas de pratique sportive de haut niveau, justement, sans pousser son corps, sans le forcer. Et justement, ce qui fait barrière à la jouissance, c'est le principe de plaisir. Et on s'aperçoit qu'à un certain moment, l'institution sportive pousse au-delà du principe de plaisir. On parlait tout à l'heure peut-être même de la formule plus haut, plus vite, plus fort, qui est toujours d'aller plus loin, c'est-à-dire un pouce à la limite, mais qui est une nécessité qui, dans la pratique sportive, doit être réglée. La rencontre de la psychanalyse et de la pratique sportive peut être aussi l'occasion de jeter un éclairage sur ce point de contact, de proximité, aussi de différence entre d'un côté des pratiques sportives très uniformisantes et de l'autre la psychanalyse qui accorde une part essentielle à la fois à l'inconnu, au latent, à l'immergé, entre guillemets, peut-être aussi au plus singulier. Comment penser cette rencontre ? J'ai envie plus généralement de vous dire qu'elle pose aussi un autre problème, qui est le problème d'une théorie psychanalytique, qui, comme toute théorie, il y a de science que du général, il y a de théorie que du général, et d'autre part une saisie singulière, au fond, des pratiques. Il y a la pratique et des pratiques. Comment penser cette rencontre ? Il y a vraiment une homologie entre la pratique sportive et la psychanalyse, parce qu'elles sont l'une et l'autre des praxis qui conjoignent le singulier et l'universel en permanence et qui le subvertissent. Il n'y a pas de performance hors la singularité la plus radicale. Aucune performance n'est comparable à une autre. De la même façon que dans la pratique analytique, il y a une incomparabilité des sujets. Incomparabilité parce qu'un homme n'équivaut pas à un autre homme. Donc, dans la psychanalyse,
on a cette praxis du un par un, une singularité d'une particularité absolue, et dans le sport, on retrouve la même chose. La performance de Bob Beamon, la performance d'aucun des sportifs ne peut être additionnée. Il y a donc des séries, mais qui sont à chaque fois découpables comme un incomparable à un autre. Parce qu'on a tendance à couper, à mettre d'un côté l'individu et à mettre de l'autre côté la société. Alors qu'au contraire, ce que montre la pratique sportive et la psychanalyse, c'est que la société, elle est à l'intérieur du sujet. La psychanalyse lacanienne le dit en disant qu'en fin de compte, la langue est à l'intérieur du sujet, mais ne lui appartient pas. Donc il est divisé par l'appartenance au commun, mais en même temps, il la subverti parce que l'usage qu'il va en faire peut lui être complètement, disons, incomparable à d'autres. C'est le problème de la poésie, c'est le problème vraiment de l'usage de la langue pour la particularité. Et je crois que la psychanalyse et la pratique sportive conjoignent à la fois quelque chose d'un singulier le plus radical et en même temps touchent à l'universel. Sinon, on ne comprendrait pas l'engouement. L'engouement des foules sportives qui s'ordonne effectivement peut-être à partir de quelque chose qu'on peut croire standard, mais qui ne l'est pas, qui est en fin de compte une singularité. Et je crois que l'engouement joue aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une identification au héros sportif, mais à la version héros peut-être, par l'intermédiaire des médias qui accentuent cette image du héros, mais le héros, il est quand même quelqu'un qui fait quelque chose qu'un autre ne fera pas. Et qu'on oublie peut-être dans l'image du héros sa particularité de pratique et sa singularité de sujet. Ici, nous comprenons que la psychanalyse, les concepts de la psychanalyse sont susceptibles d'apporter un éclairage original, nouveau, peut-être transversal à la pratique sportive. Mais on pourrait se dire aussi que peut-être la pratique sportive apporte à la psychanalyse une dimension, peut-être même quelque chose qui a longtemps échappé, n'a peut-être pas toujours eu la dignité d'un objet de savoir, parce que finalement votre approche, elle est très originale. Il y a peu de gens qui parlent du sport en mobilisant à la fois la pratique sportive, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive, et une pratique analytique, vous êtes analyste. Donc cette rencontre, ce n'est pas simplement une rencontre fortuite, ça suppose aussi de dépasser un certain nombre de préjugés parfois, qui considèrent la pratique sportive comme une pratique un peu marginale, peu signifiante, ou en tout cas analysée à côté de la société. Bon, je pense que la pratique sportive, elle est vraiment très très éclairante sur la question de l'angoisse. Elle éclaire la psychanalyse à des endroits où la psychanalyse ne peut pas aller elle-même. Parce que justement, à la différence de la pratique sportive, ce qui va se passer dans une analyse, c'est qu'on va rester on va réguler la jouissance de la personne qui vient expliquer pourquoi ça ne va pas dans sa vie, de ce qui rate dans sa vie. Elle va y trouver, elle, des ressources à travers la parole qui va lui redonner une place, disons, à son désir. Ça ne passe pas par une pratique du corps. À l'inverse, le sport nous éclaire beaucoup sur le fait, qu'est-ce qui fait qu'un sportif est capable, à un certain moment, de supporter des entraînements extrêmes, 5 heures d'entraînement par jour, pendant 5 jours, parfois plus, je ne sais pas combien d'heures, disons, dans un bassin de natation, une suite d'accidents faramineux comme le perchiste, qui à un certain moment donc avait eu une opération de la rate et qui continuait à s'entraîner avant que la cicatrisation de sa blessure, parce qu'il y avait quelque chose en lui qui le poussait. Il y avait une satisfaction qui était bien plus forte que la douleur de son corps,
Donc, si vous voulez, l'éclairage que peut nous donner le sport, c'est d'essayer de se mettre à plusieurs pour essayer de penser qu'est-ce qui se passe pour certains sujets. Mais vous retrouvez cet excès, si vous voulez, de la douleur, on le retrouve, notamment peut-être dans les phénomènes de hooliganisme, où on s'aperçoit, si on écoute quand même, enfin si on tient compte de ce que peuvent dire les gens qui se battent, la jouissance qu'ils ont à se battre, à se détruire les uns les autres, et que peut-être plutôt que d'interdire les stades aux hooligans les plus violents, il y a peut-être d'autres dispositifs à trouver pour essayer de penser qu'est-ce qui fait qu'une grande partie de jeunes, enfin pas seulement des jeunes d'ailleurs, trouvent une réalisation dans l'existant justement à se battre, à taper, voire à tuer. Si on n'essaye pas de penser ça, et je pense que il n'y a pas seulement que les analystes qui ont à penser ça, je pense qu'il y a tout le champ social, enfin il y a beaucoup pour essayer de trouver justement quelque chose qui pourrait transformer ça. Et d'où l'importance de s'appuyer peut-être sur d'autres disciplines, et d'autres disciplines, notamment l'art. Parce que je crois qu'il y a peut-être aussi une trilogie à trouver entre la psychanalyse, la praxis de haut niveau, l'art. Pourquoi ? Parce que dans l'art aussi, le versant sublimation permet d'éclairer aussi d'une autre façon cet excès de satisfaction qui est trouvé dans le corps. Et qu'en articulant, je pense, plusieurs champs du savoir, en l'articulant, c'est-à-dire en essayant de penser aux interstices, là où quelque chose, en fin de compte, n'arrive pas à se penser, en osant aller se confronter à ce qu'on appelle le réel, parce que la jouissance, c'est du réel, c'est-à-dire on n'arrive pas à l'accepter, on n'arrive pas à la penser. Mais à s'y confronter dans les interstices de certaines pratiques, peut-être que on arriverait à trouver donc une autre façon de l'accueillir, voire de l'orienter, pour qu'elle puisse se transformer. Ce que font là aussi les ados dans toutes les inventions de langue qu'ils font, dans toutes les inventions de techniques corporelles qu'ils inventent, que ça passe du slam qui mélange la danse contemporaine à des lectures de textes, où ils ont des possibilités, en fin de compte, à l'image, de traiter justement les débordements de la pulsion, mais de les traiter de manière à les rendre acceptables, dans le champ social. Le sport est une certaine mise en scène du corps. On pourrait peut-être s'arrêter au corps qui ne se réduit pas à des fonctions biologiques. Le corps qui, une expression qu'on retrouve dans la psychanalyse et en particulier lacanienne, comme lieu d'investissement à la fois symbolique, imaginaire, et plus loin encore, la psychanalyse, elle est à sa manière un monisme, il n'y a pas de dualisme dans la psychanalyse, il n'y a pas un dualisme âme-corps. Le concept de pulsion, par exemple, montre bien qu'on dépasse la dualité de l'âme et du corps. Qu'est-ce que la psychanalyse a à dire et à nous dire sur le corps sportif et sur la complexité du corps sportif ? On pourrait dire qu'il y a une partie imaginaire du corps. Et l'imaginaire, ça renvoie à ce moment-là à la forme du corps. Mise en scène de la forme du corps, et c'est-à-dire où nous sommes constitués par nos images du corps, dans la mesure où le sujet lui-même n'a pas son unité, c'est l'image de l'autre, ou l'image au miroir, et c'est toute la particularité du stade du miroir, que le sujet trouve son unité dans une image. Mais cette unité de l'image a une particularité parce que c'est l'autre qui nous donne cette définition. On se prend, on est fasciné par l'image de l'autre. Et le mythe sportif va reprendre cette dialectique-là, va reprendre cette opposition, cette agressivité, cette rivalité qui va faire qu'on va trouver dans la dialectique sportive des oppositions permanentes entre
les gagnants, les perdants, entre les villes, entre les clubs, où les miroitements de l'imaginaire se traitent à travers la rivalité et l'agressivité. Ce qui vient traiter, ce qui vient arrêter cette rivalité infinie, permise par la forme du corps, c'est le symbolique, c'est-à-dire la possibilité de nommer, d'arrêter et de faire apparaître à un certain moment à des sujets qui se battent le fait que s'ils obéissaient aux règles, ils ne se battraient plus, en tout cas le passage par quelque chose du symbolique qui va régler ce qui peut toujours se réduire ou retourner dans un combat. Donc le symbolique, dont l'exemple, c'est la langue, c'est-à-dire, en fin de compte, un système de discrimination, de différenciation. Et dans la pratique sportive, à un certain moment, c'est Pierre Parlebas qui a fait apparaître la structure du symbolique en disant « le joueur est joué par la règle », à laquelle il obéit, à laquelle il est obligé d'obéir et qui règle sa conduite. Mais la particularité justement de la pratique sportive, c'est qu'à être joué par la règle, le sportif la subvertit en permanence. Là où on retrouve une dialectique dans la pratique sportive, c'est un système réglé, mais c'est un système qui va être déréglé en permanence parce que les sportifs vont transgresser la règle, mais ils vont la transgresser à la fois de manière positive et de manière négative, c'est-à-dire soit ils vont inventer de nouvelles disciplines ou des sous-disciplines, ils vont inventer de nouvelles façons de se présenter, de faire un corps, de réussir une activité physique, ou d'inventer une façon de sauter, et ils vont la subvertir aussi de façon négative, en faisant des tacles, en introduisant quelque chose qui va rester essayer de détruire l'adversaire ou de réduire l'adversaire en utilisant des processus, disons, plus destructeurs. Donc cette dialectique, on la retrouve en permanence dans la pratique sportive. De la même façon qu'il y a une dialectique, à mon avis, qui jusqu'à un certain temps de l'évolution du sport était indépassable, je ne sais pas si elle ne le devient pas, c'est la dialectique gagner-perdre. Et aussi la question de l'incertitude, c'est-à-dire on peut supposer avant l'entrée de l'économie et du traitement financier de la pratique sportive, le cœur de la pratique sportive, c'était l'incertitude et c'était la dialectique gagner-perdre. Or, il semble que ce cœur de la pratique sportive est en train d'être plus ou moins laminé, éradiqué, transformé avec l'entrée donc de l'économie dans le sport. Pourquoi ? Parce que justement cette dialectique gagner-perdre tend à être réduite parce que les financiers voudraient gagner tout le temps. Et donc, ce qui fonde la pratique sportive ne peut plus, disons, s'exercer telle qu'elle s'est exercée pendant toute une partie de l'histoire, au point que Lacan en avait prédit une mutation de la civilisation. À partir de ce moment où il a qualifié de discours capitaliste le lien entre l'arrivée de l'économie dans la science et dans la technique qui mettent au monde de plus en plus d'objets technologiques et qui viennent modifier le rapport du sujet à son corps et qui viennent modifier aussi la structuration donc, de la pratique sportive. Le symbolique, puisque nous définissons après l'imaginaire le symbolique est une façon de nous rappeler que le corps, d'une certaine manière, est inséparable du langage.
Vous aimez citer le par-l'être Oui. lacanien. Finalement, on accède à soi, au plus intime de soi-même, que par le langage. Et le langage, il nous préexiste toujours. Nous sommes parlés par la langue, avant même de parler la langue. Et le sport, d'une certaine manière, apporte à cette idée un certain nombre de confirmations. Et maintenant, le réel. Comment penser le réel, cette troisième catégorie? Mais justement, le réel, je vous en ai parlé au début, je l'ai associé à du hors représentable. L'imaginaire, c'est du représentable. Le mythe sportif, c'est un mixte d'imaginaire et de symbolique. C'est-à-dire quand toutes les fictions du mythe sportif du héros sont des mixtes de l'imaginaire et du symbolique. Or, la plupart du temps, ces mythes sont des mythes du héros. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est masqué par le mythe du héros? Lacan disait, le mythe, c'est ce qui donne forme épique à la structure. C'est-à-dire, on ne voit que le héros qui gagne. Ce qu'on ne voit pas, c'est le réel qu'il paye pour obtenir cette belle image que tout le monde voit. Et le réel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui ne peut pas se représenter et qui est donc dans la satisfaction du corps. Ça peut par exemple, quand les spectateurs regardent la pratique sportive, ils voient quelque chose. Ils ne voient pas l'éprouvé de ce que ressentent les acteurs. Or, ce qui oriente la pratique de l'acteur, c'est ses éprouvés la plupart du temps. Il n'est pas pris dans son image, il est plutôt pris dans ses éprouvés. Alors que le spectateur est pris dans l'image, il est pris dans la dimension scopique et par identification, il trouve justement un lien peut-être avec ses éprouvés, mais il ne les voit pas. Le réel, ça ne se voit pas, c'est bien ce qui est hors représentation, mais ça apparaît effectivement dans cet forçage de l'organisme auquel est conduit la pratique sportive. C'est aussi l'innommable. Alors, c'est l'innommable. Alors, il y a plusieurs définitions, on trouve plusieurs définitions. L'innommable, effectivement, l'insupportable, l'impossible à penser. Lacan a donné plusieurs définitions à ce réel, et on le retrouve donc dans cette satisfaction donc, excessive, dont je vous disais tout à l'heure que c'est ce qui va au-delà du principe de plaisir. Ça n'a plus rien à voir avec le principe de plaisir. À un certain moment, Lacan disait « La jouissance, c'est le tonneau des Danaïdes. On ne sait pas où ça va. Ça peut commencer à la chatouille, ça peut finir à la flambée à l'essence. » Il disait ça en 1967. J'ai envie sur cette partie du corps, de terminer par une question qui est une question formulée par Spinoza, à laquelle la psychanalyse et peut-être le professeur d'éducation physique et sportive peut essayer d'apporter une réponse. Que peut le corps? Le peu, c'est non seulement la possibilité, c'est aussi la puissance. On n'est pas loin de la jouissance aussi du corps. Que peut le corps? On ne sait pas ce que peut le corps. À l'inverse de certaines sciences qui pensent que tout du corps est mesurable, programmable, comptable, reste une incertitude. Je pense que l'incertitude demeure. Il n'y a pas de garantie à ce qu'un corps peut réaliser, supporter dans certaines circonstances. Mais qu'en tout cas, ce qu'un corps peut supporter dans certaines circonstances, ça doit trouver ses coordonnées symboliques et subjectives pour éviter qu'il n'y ait trop de casse ou de forçage. C'est-à-dire que ça suppose qu'à un certain moment, un sujet sportif puisse avoir la responsabilité de son acte. Et il y a lieu sûrement de faire la différence entre l'action et l'acte. On peut opposer Descartes et Spinoza, mais il me semble que dans la pratique sportive, c'est à la fois Spinoza, c'est aussi le pari de Pascal. Il n'y a de sens à l'éprouver de la vie que s'il y a risque de la vie. Et je crois qu'il y a dans la pratique sportive quelque chose de ça, qui fait que certains sujets sont
ne peuvent se sentir dans l'existence que s'ils touchent toujours à cette limite. Donc, la pratique sportive au sens social, au sens institutionnel, elle profite, d'une certaine façon, de cette tendance de certains sujets à trouver leur joie d'existence, à toucher à la limite. Donc, on pourrait dire que le cogito du sportif, c'est « je suis, j'existe », c'est-à-dire c'est du côté de l'être. Alors que du côté de la psychanalyse, on est plutôt du côté du manque à être. Mais le sportif aura à calculer jusqu'où il peut porter son corps au risque, disons, de se détruire. Alors, un autre exemple que j'aurais pu vous donner, je ne sais pas si il est encore en tête, c'est un exemple, à mon avis, qui sert aussi, qui peut être un paradigme de ce qui peut se passer pour une performance exceptionnelle. C'est ce qui s'est passé aux Jeux de 68 à Mexico. Si vous vous souvenez, c'était la période donc, où les Noirs, la période du Black Panthers, et il y avait Lee Evans et son entraîneur, Bud Winter, et Lee Evans, qui était donc faisait du 400 mètres, s'est effondré avant la dernière course dans les bras de son entraîneur, en pleurant, en disant « Les Black Panthers interdisent que nous courions. J'ai préparé pendant 4 ans, j'ai préparé ma vie à réaliser ces Jeux olympiques. Si je cours, je trahis. Qu'est-ce que je peux faire ?» L'entraîneur lui a dit ceci. Effectivement, si tu ne cours pas, tu vas trahir la cause des Noirs. Si tu ne cours pas, tu trahiras ta propre cause. Alors il lui a dit, mais tu sais, pour sortir de ce dilemme, il y a quelque chose qui est possible. À ce moment-là, mais il faut que tu cours et d'une manière exceptionnelle, si bien qu'en courant de manière exceptionnelle, tu pourras à la fois soutenir la cause de tes frères et en même temps soutenir ta propre cause. C'est-à-dire qu'en lui parlant de cette façon-là, avec une parole qui n'est pas une parole explicative ni technique, il lui a ouvert le champ d'un possible où, ensuite, il fallait qu'il décide d'y aller mettre son corps. C'est-à-dire qu'il y était à ce moment-là question de son désir, et ça, à ce moment-là, l'entraîneur ne peut pas aller plus loin, parce que là, il est question de l'acte, donc du sportif, à aller à ce point-là. Nous allons envisager maintenant la question de la performance, qui est un thème qui a occupé une partie de votre réflexion, de vos recherches. La performance à la fois aperçue du point de vue de celui qui fait une performance, le sportif, de celui qui cherche à préparer ou à préparer à la performance, l'entraîneur, du point de vue du public qui attend la performance, du point de vue peut-être d'une idéologie qui conçoit la performance comme un dépassement perpétuel de soi. Comment et qu'est-ce que la psychanalyse a à nous dire précisément concernant cette idée de performance? Ce mot même d'ailleurs est un mot qui n'est pas simple dans sa signification. Au-delà d'être une action motrice, c'est une mise en acte de son corps. Pour bien faire apparaître cette particularité-là, c'est vrai que le sportif y fait œuvre de son corps. Mais ce produit n'est pas un tableau comme chez un artiste, c'est-à-dire il ne peut pas déposer, ça ne se dépose pas, sauf que c'est matérialisé par un record, éventuellement quand il y a une mesure. Mais par exemple dans les pratiques d'expression, on pourrait, qui touchent là aussi à la danse, c'est éphémère, c'est une production, mais dont on ne peut pas, en fin de compte, se séparer. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la pratique sportive, il y a quelque chose du corps qui est indétachable, qui reste pris justement dans la satisfaction du corps. Et la performance, c'est véritablement, je crois, le fait qu'un sujet va passer sa vie à chercher quelque chose qui ne le satisfait pas et qu'il recherche à nouveau en permanence. Parce que la particularité de la performance sportive
fait que en fin de compte, que ce soit les acteurs, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les spectateurs, ont beaucoup de mal à se séparer de ça. C'est-à-dire que ça se tient, on pourrait dire qu'il y a un investissement, bon, si on prend des termes freudiens, libidinal, très très fort, autour de cette activité, de cette performance. Actuellement, la performance, elle est articulée à la règle sportive, plus haut, plus vite, plus fort, c'est-à-dire en termes de record. Mais il n'est pas dit que pour tous les sportifs, ce soit le record qui compte. Et notamment ce perchiste, lui, ce qu'il voulait, c'était pour lui le plus beau saut, ça n'était pas le saut le plus haut, le saut à la perche, ça n'était pas celui qui était le plus haut, mais c'était celui où il était le mieux, c'est-à-dire où il avait la sensation d'être le mieux dans son corps. Et il disait, en fin de compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le saut parfait. Tout en disant, en fin de compte, ce saut parfait, je sais qu'il n'existe pas. Mais, en fin de compte, ce qu'il disait aussi, qui m'avait tout à fait intéressé, c'est que la performance, elle a ça de particulier, c'est qu'on ne l'atteint jamais. Si bien qu'on n'est jamais à satiété, disait-il. Donc, on la recherche toujours. Donc, dans la performance, il y a quelque chose qui n'est jamais fini. Et dont le sujet cherche en permanence une nouvelle satisfaction. Et en cherchant cette nouvelle satisfaction, en fin de compte, il fait plus ou moins de records, des records qui vont être inscrits symboliquement, disons, dans les tablettes sportives, mais la performance du côté de l'acteur n'est pas équivalent au record, n'est pas équivalent à l'idéologie, à différents discours idéologiques qui soutiennent la pratique sportive. Donc il y a là aussi des discordances entre, me semble-t-il, les différents discours qui essayent d'expliquer la pratique sportive. Le discours de l'acteur, du sportif, quand ils peuvent parler vraiment comme certains le font, on voit bien que les significations qu'ils donnent de leur activité ne correspondent pas nécessairement à celles que l'institution sportive leur demande. Or, l'institution sportive actuellement, puisque vous parlez d'idéologie, il y a un pouce à dépasser les limites. Donc la performance change, prend des contraintes nouvelles. Alors on pourrait parler, si vous voulez, un petit peu justement de toutes ces pratiques de préparation biologique, qui sont la façon dont l'institution sportive traite ce passage incessant à la limite, en donnant aux sportifs des substituts qui vont lui permettre de soutenir sa pratique sportive de haut niveau, mais au risque de masquer à un certain moment la fatigue, la douleur, et d'entraîner à un certain moment que les sportifs aillent plus loin que ce que leur organisme peut soutenir. Donc la performance, la structure de la performance appelle au dépassement incessant, et peut-être que le paradoxe actuel, là où l'institution sportive freinait la jouissance à un certain moment, il semble qu'elle ait tendance, au contraire, à la demander de plus en plus, c'est-à-dire à exercer, à demander d'aller toujours plus loin, depuis justement que d'autres intérêts que celles de l'institution sportive entrent dans la préparation. On parlait de l'articulation avec le champ financier ou le champ des médias. Alors, aussi les sponsors, on n'a pas parlé de toute cette orientation aussi, de toute cette entrée des objets technologiques dans certaines pratiques sportives qui produisent des changements radicaux. Vous résumez d'ailleurs le problème de la performance par une phrase qui est très paradoxale. On pourrait peut-être d'ailleurs s'y arrêter, même si elle ne fait que résumer ce que vous venez de dire, quand vous dites que la performance est une perte de puissance, de maîtrise, dans l'espoir d'en gagner une autre. C'est paradoxal de définir la performance par une perte, par un jeu de perte et de gain. Ça, je crois que c'est encore vraiment la structure. Comment pouvez-vous imaginer réussir une performance nouvelle, exceptionnelle, si vous n'avez pas perdu l'ancienne ?
C'est-à-dire, si vous n'avez pas quitté l'appareillage symbolique, imaginaire et réel de la performance ancienne où vous vous teniez. Cet entre-deux de la performance, il est concrétisé par l'angoisse. C'est-à-dire que quand un sportif est entre deux performances, il est dans un moment d'angoisse. Parce que l'angoisse vient matérialiser le saut dans le vide qu'il doit faire pour passer à la nouvelle performance. Et l'angoisse, c'est un temps où justement il n'y a pas de représentation. Et ce temps d'angoisse se manifeste souvent par un corps qui est troublé, mais pas au sens de la préparation physique habituelle, mal au ventre, insomnie, puis envie de manger, enfin des manifestations justement qui disent qu'il y a quelque chose qui est troublé, mais pas au sens pathologique, troublé structurellement, parce qu'il y a nécessité d'abandonner tout un appareillage rituel de ce qu'on savait faire pour aller à un endroit où on ne sait pas faire. Donc, il y a dans le saut vers une nouvelle performance une perte de repères. Au même titre que, si vous voulez, si on prend une autre métaphore, que pour passer au moment de l'adolescence, l'enfant doit disparaître. C'est-à-dire que l'adolescent doit perdre ses habits de l'enfance, si on peut dire, pour se construire un habit nouveau. Donc, la performance, c'est vraiment abandonner l'ancien habit de la performance antérieure pour s'en construire une. C'est du sur-mesure. Et c'est pas du tout, justement, je ne pense pas qu'on puisse avoir... alors, c'est peut-être la différence de ce que peut amener la psychanalyse et ce que peuvent amener, à un certain moment, des savoirs qui croient avoir la solution de comment il faut faire pour passer d'une performance à une autre, qui ont des garanties, disons, du côté du savoir, du côté de la technique, de la programmation, de l'entraînement. La psychanalyse et l'expérience du sportif disent que ce temps-là est un temps de vide et qu'il faut le respecter chez le sujet, mais qu'il faut l'entourer. D'où l'importance, dans le transfert, justement, de la place de l'entraîneur dans ces moments-là. D'entourer ce vide pour que le sportif ne soit pas totalement dans une angoisse qu'il déborde. Cette notion de transfert, définissons peut-être les termes qui vous sont familiers, mais qui sont des termes qui appartiennent au vocabulaire psychanalytique. Quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à lui en lui supposant quelque chose. Et notamment, on lui suppose du savoir. Par exemple, on dit, pour l'analyse, on dit que l'analyse, c'est un sujet supposé savoir. C'est-à-dire qu'on suppose à l'analyste un savoir qu'il n'a pas, et on attend, quand on commence une analyse, d'une certaine façon, que l'analyste nous donne le savoir. Jusqu'au moment où l'analyste ne répondant pas, le savoir ne va plus être du côté de l'analyste, mais il va revenir du côté de l'analysant, qui aura à constituer le savoir qu'il concerne. Dans la pratique sportive, on voit apparaître des phénomènes transférentiels et pas toujours la structure du transfert. Là, ce que je viens de vous donner, c'est la structure du transfert, qui, d'une certaine façon, la structure du transfert est à la fois quelque chose de réel, mais qui peut passer du côté de l'amour. Dans les pratiques sportives, on voit souvent des phénomènes de transfert qui sont des phénomènes amoureux. C'est-à-dire où on confond le savoir avec l'amour sur la personne de l'entraîneur. Et que toute la richesse, disons, ou le savoir-faire d'un entraîneur, c'est de ne pas confondre justement l'amour et ce que vient chercher un athlète, ou un sportif chez un entraîneur, c'est un savoir-y-faire justement avec la pulsion. C'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de l'orienter pour qu'il se dirige vers la performance, et non pas qu'il aime la personne de l'entraîneur. Mais on voit bien comment quand on fait des entretiens avec les athlètes, avec les sportifs ou les entraîneurs, à un certain moment,
il y a une confusion entre les deux. Et que les entraîneurs qui réussissent, à mon avis, sont ceux qui ne confondent pas les deux sphères et qui acceptent d'une certaine façon les phénomènes affectifs qui peuvent venir sur sa personne, mais en n'y répondant pas et en réorientant l'athlète sur ce travail, difficile, de la contrainte où il doit aller au-delà de lui-même, sortir de ce qu'il sait, produire de nouvelles performances et non pas s'égarer dans les embarras d'une relation intersubjective. Si vous voulez, ce qu'amène la psychanalyse et ce que nous indique aussi la performance sportive, c'est qu'à un certain moment, on voit quand un athlète ou un sportif est dans un moment où il doit faire une nouvelle performance. Il y a souvent des embarras du transfert, c'est-à-dire qu'il va avoir une recherche de recul vis-à-vis de la recherche de la performance pour essayer de reculer devant l'effort à faire. On voit aussi dans des histoires d'athlètes combien il y a des changements d'entraîneur à certains moments, combien certains sportifs gardent un entraîneur toute une vie, pratiquement, enfin, étant assez long, alors que d'autres en changent souvent. Donc il y a toute une intensité affective qui soutient la performance sportive, et le réglage de ce transfert est parfois éminemment difficile dans la pratique sportive. Alors que dans la pratique analytique, elle est traitée, elle est réglable à partir donc de ce que Lacan appelait donc le sujet supposé savoir. Et dans la pratique sportive, elle est réglable à partir justement d'un savoir-y-faire avec quelque chose du corps. Ce qui est intéressant dans cette conception de la performance, cette définition, la performance qui suppose à la fois gain et perte, Oui. c'est une réponse aussi à apporter quand on s'inquiète du sport de compétition qui serait habité simplement par le souci de gagner et on oublierait la nécessité de perdre. On pourrait dire que la performance comporte toujours, par définition, perte et gain. Donc c'est une façon d'intérioriser peut-être le rapport de la perte et du gain. Oui. Je crois que s'il n'y a plus la dialectique gagne-perte, s'il n'y a plus ce passage incessant de la perte de quelque chose pour obtenir une nouvelle réalisation dans la performance, si véritablement il apparaissait que certains présidents de clubs ne demandent que des réussites à leur club de foot, c'est la mort de la pratique sportive. D'ailleurs, Zinedine Zidane le disait très très bien ça, avant qu'il ne quitte. Il disait en fin de compte que lui, ce qu'il aimait dans la pratique du foot, c'était la partie plaisir, c'est-à-dire justement le jeu, vraiment le jeu au sens de l'enfance, au sens du jouir, mais de l'enjouement d'une partie de son corps avec le ballon. Et que plus les contraintes étaient entrées dans la compétition, moins il était prêt à soutenir le jeu. Et notamment ce qu'il disait, qui m'avait étonné aussi, il disait que ce qu'il ne supportait pas, lui, un point de réel qu'il avait, c'était qu'il ne pouvait absolument pas supporter la douleur physique qu'entraînaient les stages de préparation intensive dans les périodes de rentrée. Il disait que ça lui était insupportable, au point qu'il en avait de l'angoisse, il ne dormait plus, il avait des insomnies à ces moments-là, et c'était vraiment quelque chose qui, pour lui, de plus en plus est devenu intenable, et qui a sûrement dû l'entraîner à décider de quitter à un certain moment. Bon. La performance ainsi conçue entre perte et gain, c'est quasiment une métamorphose. Enfin, certains le disent comme ça, à un certain moment. Il y a une petite mort à quitter l'assurance de ce qu'on connaissait de soi-même. Et c'est vraiment un saut dans l'angoisse. C'est-à-dire qu'il faut lâcher des repères pour en prendre de nouveaux. Donc ça ne peut pas, et ça, sans aucune garantie de certitude. Je crois aussi ça, l'incertitude la glorieuse incertitude du sport. Bon.
Mais c'est l'incertitude de l'acte. L'acte n'est jamais garanti. Alors qu'on a tendance à faire croire de plus en plus qu'on pourrait tout programmer, tout prévoir, qu'on pourrait par un savoir technique de plus en plus intense ou de plus en plus précis, ordonner un corps. Jusque-là, les expériences disent l'inverse. Et que si on va vers une sorte de robotisation ou de mécanisation, justement de mécaniser cette part vivante d'un corps qui joue parce qu'il peut, mais aussi parce qu'il passe dans l'angoisse, parce que c'est ça qui donne l'intérêt à la chose, et qui peut la dépasser surtout, qui peut la transformer. Si ça est perdu, je crois que beaucoup de choses disparaîtront de la pratique sportive, disons, qu'on a connue et qui tend là à se transformer, mais de manière à faire perdre justement cette joie de jouer à travers une excitation de son corps, mais qu'on peut toujours avoir la perspective d'arrêter si on ne peut pas, alors qu'il y a des contraintes excessives qui mettent justement et qui provoquent des symptômes de plus en plus chez certains sportifs. Il est intéressant de dire que quand vous parlez de la performance, de la pratique sportive, vous parlez de l'acte plutôt que de l'action. Oui. On n'est pas dans une psychologie de l'action, plutôt dans une métapsychologie de l'acte, si on veut utiliser un terme freudien. Ça fait penser évidemment à la célèbre phrase de Goethe à la fin de Faust, au commencement était l'acte, que Freud reprend, je crois, dans Moïse et le monothéisme. Alors, quelle est l'importance de s'attacher plutôt qu'à la notion d'action, à la notion d'acte? Que retient cette notion d'acte, que la notion d'action risque de laisser dans l'ombre? La question de l'action, ça ne fait pas l'hypothèse d'un sujet. Alors qu'avec l'acte, il y a l'hypothèse d'un sujet. Mais d'un sujet au sens de la psychanalyse, pas de l'individu. C'est-à-dire l'hypothèse qu'il peut avoir action sans acte, mais pour qu'il y ait acte, on peut supposer que l'acte, il est permis justement parce qu'un sujet, à un certain moment, a tenu compte, dans une perspective très très précise, des limites de sa propre contingence. Et un peu l'exemple que je donnais pour Lee Evans, c'est-à-dire dans un certain contexte très très précis, il y a une porte à trouver. Cette porte, il faut que le sujet puisse la prendre. Et ça ne peut être que soit un effet d'une rencontre et pas du tout une intention. La différence, que ça n'est pas une intention, c'est pas du côté de la volonté, mais ça pourra être ou ne pas être si le sujet tout à coup est mis dans une certaine condition pour que ça soit possible. Donc, si vous voulez voir la logique de l'acte, c'est entrer aussi dans une logique des conséquences, dans une logique un petit peu donc du possible et de l'impossible. Et que tout n'est pas possible aux hommes. Certaines choses, la performance leur est possible dans certaines conditions. Alors qu'on voit apparaître des sortes de slogans, en fin de compte, où on pourrait croire que tout leur est possible. Et que, au contraire, je pense que la logique classique de la performance sportive, c'est une logique qui n'amène pas totalement à pouvoir tout faire, mais c'est une logique donc de l'acte parce qu'elle dépend d'une contingence d'histoire et de sujet. Vous êtes d'ailleurs conduit à énoncer une sorte de cogito ou de cogito particulier. J'agis, donc j'existe. Et moi, nous sommes loin du cogito cartésien. Non? Bah oui, mais en même temps. Non, c'est pas grave, mais il faut en assumer toutes les conséquences. Parce que ça met... Bon, c'est une boutade. C'est-à-dire que les sportifs trouvent leur certitude de ce côté-là. Mais c'est une particularité, justement, de leur choix.
Mais cette certitude dans l'action ou dans l'agir, c'est-à-dire dans ce qui leur donne satisfaction dans leur corps, si elle n'est pas, en tant soit peu, travaillée, mise en dialectique avec la parole, elle peut amener à n'importe quoi, parce que justement, ce qui va arrêter un agir, mais ça on le voit très très bien aussi dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire quand on dit que les enfants sont hyper agités maintenant, ils sont dans l'agir. Donc trouver à un certain moment quelque chose qui va permettre à un enfant de s'arrêter pour pouvoir bouger à un certain moment, faire autre chose à un autre moment, limiter en fin de compte cette possibilité d'incarner son existence dans l'action, il faut le passage, justement, il faut le passage par la sphère symbolique, par la sphère de la langue, du langage. Mais c'est vrai que dans la pratique sportive, on voit que la langue est tout à fait importante, mais en même temps, elle est minimisée à certains moments. C'est vrai qu'à un certain moment, un sportif, il ne faut pas qu'il réfléchisse, il ne faut pas qu'il pense. À un certain moment, quand il est dans la nécessité d'agir, il ne peut plus penser, il y a une antinomie. À moins de dire, comme Michel Serres, que le corps pense dans l'action. Ah oui, mais bon, quand on dit ça, c'est effectivement, mais pourquoi on peut le dire de différentes façons. Le corps pense parce qu'il est déjà structuré par le signifiant. Lacan dit, on pense avec ses pauciers du front, on pense avec ses pieds, dit. Mais parce que le corps est structuré par du signifiant. Il est déjà, comment on pourrait dire, parce que tout du corps ne jouit pas. Certaines parties du corps. On voit bien que le sport aussi, ça donne des exemples de la pulsion, de ce qui est important pour quelqu'un, c'est-à-dire c'est un rapport au corps propre. C'est une jouissance du corps propre, la pratique sportive. On jouit d'une partie de son corps. Par exemple, quand Villepreux dit à un certain moment comment lui, il a construit toute sa carrière de rugbyman il aimait beaucoup la balle, alors qu'il était arrière, et qu'il a inventé un jeu de s'intercaler pour aller prendre la balle. Et il dit, le fait que j'aimais tellement la balle, je ne pouvais parfois pas m'en séparer. Il dit, mais ça, c'est mon instituteur qui m'a permis ça, parce que dans l'enfance, il nous a fait découvrir de manière ludique des tas de possibilités de satisfaction de nos corps. Et lui, vraiment, le toucher de la balle, au sens que c'était une possession, disait-il, dont il ne pouvait pas se séparer. Donc, ça nous indique vraiment que, c'est en ce sens-là que la pratique sportive, je dis, c'est une mine, dans l'expérience des corps, c'est vraiment du corps, et notamment du corps pulsionnel, peut-être pas du corps imaginaire, mais en même temps, comme dans la psychanalyse, on articule les deux, le corps imaginaire du côté de l'image, le corps pulsionnel du côté de ce qui fait satisfaction, donc le réel, on pourrait dire, et le corps symbolique du côté du marquage par le signifiant. Donc on articule les trois. Et la performance, en fin de compte, c'est l'incarnation des trois. Dans les activités sportives, physiques d'une manière plus générale, en tant que ce sont pour parler dans le vocabulaire lacanien, en tant que ce sont des modalités du vivre ensemble, elles impliquent une dimension politique. Elles concernent très précisément le lien social. Donc ça, c'est un aspect qu'on pourrait peut-être envisager. Comment vous faites, vous, personnellement, ce passage fort des acquis de la psychanalyse? Comment vous faites ce passage de la pratique sportive et du lien social? Dans le champ des activités physiques, Pierre Parlebin, à un certain moment, a été le premier à introduire une démarche structurelle pour penser justement les pratiques sportives. Il les a pensées à partir d'un modèle mathématique, le partenaire, l'adversaire et l'incertitude. Et donc, il a créé une sorte de structure. C'est en fin de compte le premier qui avait une pensée structuraliste venant s'opposer, en fin de compte, parce que dans la pratique sportive, c'est essentiellement, on va dire,
On est plutôt du côté soit de l'essence, de la nature du sport, des besoins, ou d'une certaine façon de la phénoménologie, plus près de l'expérience. Et par le bas, il n'a pas pu faire presque être entendu. Pourquoi ? Parce qu'il en arrivait à dire quelque chose qui était inacceptable pour les sportifs, que le sport, c'était un sous-ensemble des jeux traditionnels. C'est-à-dire, il avait situé le sport comme quelque chose qui avait une moindre valeur par rapport à l'ensemble des jeux traditionnels. Ça son modèle théorique, si vous voulez, a toujours été mis à la périphérie, si vous voulez, du champ des STAPS et du champ du sport. Donc, dans la façon dont vous allez théoriser la pratique sportive, va vous donner une possibilité justement de lien variable. Pourquoi c'était difficilement acceptable ? Pourquoi ? Parce que ça fait disparaître le mythe sportif et le mythe de l'intentionnalité sportive. Il est très très difficile de faire entendre aux sportifs qu'ils ne sont pas acteurs, mais qu'ils sont les effets de détermination, voire même des règles. Ils ont même beaucoup de mal à entendre qu'en fin de compte, le sportif, il est le produit de la logique interne du jeu. Il disait ça simplement. Logique interne du jeu, c'est l'ensemble des règles. C'est-à-dire que l'acteur, il est un effet de la structure. Et on retrouve ça chez Lacan, quand Lacan dit le sujet, c'est l'effet de la détermination signifiante. Mais donc par le bas, a amené dans la pratique sportive une tentative de pensée structuraliste, qui a eu beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que c'est trop difficile, justement. Les sportifs ne peuvent pas accepter qu'ils ne sont pas les auteurs de leurs actes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'intention là-dedans. Et l'intention, c'est aussi ce qui va être utilisé par le mythe, la question du sacrifice, de toute la mythologie sportive, qui fait justement qu'il y a une difficulté épistémique, on va dire, à une entrée structurale, à une compréhension structurale des activités physiques. Mais ça implique effectivement qu'il y a certaines lectures politiques qui ne peuvent pas se faire. Et si vous restez dans une lecture mythologique ou mythique, où ce qui est valorisé, c'est quoi ? La rivalité et l'agressivité, pas s'étonner que dans le champ social, à un certain moment, c'est ça qui passe. Donc, il me semble que pour modifier peut-être il faudrait en passer effectivement par des lectures plus structurales que phénoménologiques, centrées sur l'imaginaire des corps. Qu'il y a donc tout un travail, des dispositifs à inventer et pour passer donc à une autre conception de la satisfaction motrice. Alors, il y a un exemple que donnait Pierre par le bas. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux où il y a trois. Non pas un partenaire, un adversaire, parce que tous les jeux sportifs sont de l'ordre du duel. Et donc, ça implique un ordonnancement de la conduite motrice dans le sens du duel. Là aussi, on est déterminé par la structure. Eh bien, si vous jouez à poule, renard, vipère, vous allez essayer de jouer à ça, et vous verrez que si vous jouez à ça, vous n'allez plus vous y retrouver dans ce que vous aurez à faire avec vos le poule, renard, vipère, parce que on a tous été construits, éduqués dans des structures duelles, d'opposition duelle, et qu'il est très très difficile de changer sa perception du corps et sa jouissance de corps à ça. C'est-à-dire de ne plus savoir où est l'adversaire et où est le partenaire, d'être en permanence en déséquilibre par rapport à ça. Si on prend ce que dit par le bas, je pense que si on avait un lien social qui se construisait à partir des jeux traditionnels, on n'a pas du tout ce modèle de rivalité, d'agressivité, parce que ça la fait tomber. En tout cas, ça la rend presque impossible à réaliser. Donc, mais je crois qu'on pourrait dire qu'actuellement, la pratique sportive, c'est la conduite motrice qui est soutenue par le discours capitaliste actuel. Et que donc, il y a un renforcement des deux dans le sens, justement, de ce qu'on va appeler d'une idéologie de la compétitivité à outrance.
Quand on parle du lien social, on est conduit aussi à envisager la part que le sport pourrait avoir à produire, tisser, pour prendre une image du lien social. Mais on oublie aussi souvent, et pourtant vos analyses nous y invitent aussi à prendre cela en compte, c'est les menaces de dislocation du lien social que le sport porte aussi en lui. Le sport n'est pas simplement, prenons des conséquences extrêmes, le sport n'est pas forcément intégrateur, le sport n'est pas forcément un élément d'insertion, le sport peut être aussi un élément de subversion. Il y a une ambivalence fondamentale du sport. Je pense, pour illustrer cela, à cette tendance un peu naïve à vouloir régler les problèmes sociaux, les problèmes des banlieues en construisant des stades. Un stade, c'est un lieu où on peut faire du sport, c'est un lieu où on peut aussi se battre. On ne va pas produire une sorte de sanctuarisation a priori du stade. Donc il y a quelque chose d'important dans le lien social qui est cette ambivalence, pour ne pas dire cette ambiguïté. Mais ce n'est pas le sport qui est ambivalent, c'est la structure humaine. C'est les pulsions qui sont ambivalentes. Et pour qu'il y ait dialectisation des pulsions, un peu quand même, c'est quand même l'apport de Freud et de la pulsion de mort. Qu'est-ce qui permet que les pulsions partielles, que les pulsions justement qui touchent à ces morceaux de corps, que les sportifs essayent de mettre au pinacle d'une société et qui deviennent... disons, des lieux d'identification, mais qui cherchent à s'unifier par l'image, mais comme vous le dites très très bien, qui peuvent se disloquer tout aussi bien, puisque bon, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. Mais je pense que c'est l'envers et l'endroit. Donc, le sport, en fin de compte, ne fait que traduire la structure, là encore. Mais c'est les hommes, je veux dire, c'est tous les... alors, c'est aux hommes à s'avertir de la structure pour justement ne pas la laisser fonctionner uniquement dans un sens. Et donc arriver à réguler, à la transformer, à la pacifier en sachant que de toute façon on n'y arrivera jamais totalement. Freud disait qu'il y a une part d'asocialité qui est due justement à cette division des sujets par de multiples pulsions qui font que le corps ne s'ordonne jamais totalement et qu'il déborde à un certain moment, et puis aussi par le fait que la pulsion de mort, c'est une dialectique à un certain moment qui doit être en permanence remise en acte, déplacée et jamais abolie. C'est le travail de la civilisation. C'est le travail de la civilisation. Et le travail de la civilisation, il est à refaire dans chaque invention d'œuvres sociales, dans le sport comme dans autre chose. C'est un travail de la civilisation qui ne cessera jamais. Alors on a à s'avertir sûrement de ce qui augmente le passage à la jouissance. Lacan disait en fin de compte, les objets de la consommation viennent à la place des objets pulsionnels, viennent combler en fin de compte le lieu des objets pulsionnels, c'est-à-dire aussi bien le regard, la voix, la pulsion orale, c'est-à-dire que la science invente des objets qui viennent à un certain moment là où étaient les objets du désir, et qu'à un certain moment, ces objets deviennent des sources supplémentaires de satisfaction, alors qu'avant elles n'existaient pas. Donc il y a sûrement une modification, si vous voulez, entre l'importance des objets et anciennement ce qui éduquait les gens, en grande partie, enfin ce qui civilisait, c'était l'idéal du moi, le rapport à une autorité médiée par un idéal, alors que maintenant on a l'impression que les valeurs, enfin certains idéaux, ne tiennent plus parce que les objets procurent une jouissance auquel on n'a non plus là jamais été habitué. Alors Lacan appelait ça des latouses. Il appelait les objets de la consommation des gadgets qui venaient justement masquer à un certain moment les objets pulsionnels freudiens. Il disait, les gens qui travaillent qui ont à s'avertir de la jouissance des corps, auraient à travailler sur le fait de réouvrir un petit peu, de décaler en fin de compte le désir et la jouissance que procurent des objets à la place du désir
où doit circuler la parole et doivent s'inventer de nouvelles relations et de nouvelles façons de vivre ensemble sans se taper dessus, sans se détruire, ou du moins en minimisant, en élaborant, d'où le passage par l'art, parce que quand même dans l'art, il y a une élaboration de la pulsion de mort, dialectisée à la pulsion de vie, transformée, en tout cas, la pulsion de mort peut exister dans son élaboration. Participant donc au processus de sublimation. Au processus de civilisation. Et de sublimation. Et de sublimation. Le sport y participe, mais reste quand même collé à une part de chair. Et le sportif, il sacrifie une part de sa chair de toute façon. C'est le prix qu'il paye à une œuvre de civilisation qui reste collée en partie à quelque chose de la chair. Et que vous inspire la célèbre devise olympique « Situs, Altus, Fortus », plus vite, plus haut, plus fort? Alors je crois qu'elle témoigne on va dire, du sport moderne, mais de la fin du 19e à la fin, mettons, du 20e, et que peut-être elle ne rend plus compte du sport actuel en train de se réaliser devant nous, sous nos yeux, où justement ce qu'on voit apparaître, un tout est possible, c'est-à-dire un sans limite. Alors on le voit poindre dans le retour, par exemple, ou l'apparition de certaines pratiques, des pratiques sans règles, totalement sans règles. En fin de compte, on ne sait plus si on est dans le combat de rue ou dans le combat où tout est possible, où on peut faire mal, voire tuer. Donc, un passage à un sans limite. Et je crois que nous sommes dépassés par ces choses-là, et dépassés de différentes manières, parce que c'est difficile à penser. La pensée n'arrive pas. On retrouve un point de réel pour penser ces horreurs-là, qui sont quand même permises par les outils que se constituent les hommes. Bien faire apparaître cette particularité-là, c'est vrai que le sportif y fait œuvre de son corps. C'était, oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Comment réintroduire le travail de la civilisation pour à nouveau dire que non à quelque chose qui peut sans limite. Alors d'où l'importance des adultes. Alors là, dans la sphère sportive, il y a sûrement quelque chose d'important. C'est sûrement, ça passe par les entraîneurs, mais c'est comme à l'école, ça passe par les enseignants. S'il n'y a pas d'humains pour éduquer d'autres humains, on peut être sûr qu'il y aura de plus en plus, enfin moi c'est pas une grande prédiction, mais c'est sûr qu'on laisse les jeunes générations se débrouiller avec des choses dont eux-mêmes n'ont pas la mesure et dont les adultes n'ont plus la mesure non plus. Donc il y a un tissage nouveau du lien social, un tissage nouveau qui doit tenir compte des objets créés par la science, mais qui doit aussi avoir une certaine façon de faire avec eux. En tout cas, ça ne doit pas être de l'ordre de la pratique sauvage et illimitée. Donc, la nécessité de trouver de nouvelles règles. Mais ça pose un problème théorique plus large. On peut se demander si, lorsqu'on théorise, au fond, une situation, est-ce que d'une certaine manière, cette situation n'est pas déjà en train de passer? Je dis ça parce que lorsque vous me dites qu'il y a un monde nouveau, finalement, qui advient, on peut se demander si les catégories qui ne sont pas disponibles pour penser ce monde nouveau, est-ce que la psychanalyse ne va pas être emportée aussi par ce monde qui passe? Elle peut, tout à fait. Et si elle-même, elle ne réinvente pas ces outils, elle sera dépassée. Mais je crois, comme chaque discipline, comme chaque praxis du champ social. Soyons polémiques pour finir. Oui. Pour comprendre les mécanismes de la cognition, pour comprendre les mécanismes de l'agressivité, etc., il y a un développement considérable de ce qu'on appelle les neurosciences. Il ne s'agit pas ici de sacraliser tout cela, mais enfin un travail d'investigation lié aussi au développement des techniques scientifiques.
Est-ce que vous croyez que la psychanalyse est assez sensible à tout cela pour éventuellement réorienter son discours, éventuellement réajuster ses concepts, éventuellement essayer de créer de nouveaux objets? Ou bien est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous finissons par être dans des dispositifs interprétatifs, dans des dispositifs théoriques qui finissent par être coupés les uns des autres et qui risquent de fonctionner comme des mythologies? Je pense que la psychanalyse y est nécessitée par la pratique, parce qu'elle reçoit des gens qui ont des symptômes qu'on n'a jamais vus avant. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est sa praxis. C'est le fait que c'est une pratique d'abord, et donc, pour essayer de faire avec les nouveaux symptômes, elle est bien obligée de penser les nouveaux symptômes. Donc, là aussi, elle est obligée par la structure de son acte, si on peut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont entendables ou soient entendues par les autres disciplines du champ social. Et notamment, c'est vrai qu'il y a des luttes d'influence très très fortes actuellement entre certaines pratiques, et notamment des pratiques qui considèrent effectivement qu'il n'y a pas de manque dans le savoir et qui considèrent qu'on pourrait tout savoir. L'expérience analytique montre justement qu'il y a une limite au savoir, puisque la limite du savoir, c'est justement qu'on ait des corps qui jouissent, des corps dont la substance jouissante de corps fait que le savoir est débordé par ça. Et donc ça produit des symptômes. Donc tant qu'il y a des symptômes, la psychanalyse est obligée de bouger. Elle est obligée de bouger dans son acte réel, on va dire. Alors, dans les débats de la discipline du champ social, c'est autre chose. Ça va obliger les analystes aussi, effectivement, à dire peut-être beaucoup plus de choses ou de travailler avec d'autres pour faire entendre l'importance, effectivement, de ce qu'ils entendent, de ce à quoi ils sont confrontés, et de montrer, en fin de compte, de transmettre que tout ne se règle pas par la volonté, ni par la programmation, ni par l'évaluation, et qu'il y a dans le champ humain à laisser la place à l'invention, au bricolage des sujets pour inventer eux-mêmes leur position dans le monde, et que tout ne peut pas être réglé par des modèles extérieurs. Donc ces oppositions-là, je pense qu'elles vont éventuellement continuer à se déplacer, à se traiter, et à se polémiquer, si vous pensez que le terme est... Il vaudrait mieux que ce ne soit pas trop... Enfin, moins de la polémique qu'une tentative de se confronter justement à un réel par lequel les neurocognitivistes seront débordés eux aussi, me semble-t-il.